Alors, c'est un mouvement dont depuis une trentaine d'années on nous dit qu'il n'existe pas, qu'il résulte de l'imagination fertile des deux extrêmes. Vous connaissez ce concept, il est très à la mode aujourd'hui. Communistes et fascistes auraient après-guerre expliqué que la formule de Vichy devait beaucoup à un complot de la synarchie. Ce seraient des broutilles, des inventions et par conséquent, il n'y aurait pas lieu de s'attarder sur cette affaire. Un livre y a été consacré, entre autres, un livre assez récent d'Olivier Dard qui s'appelle « Le mythe de la synarchie ». Et Olivier Dard s'est appuyé sur un article d'un historien américain, d'ordinaire d'ailleurs mieux inspiré, qui s'appelle Richard Kuzel, et qui lui aussi avait parlé de mythe de la synarchie. La synarchie, c'est un groupe d'hommes qui a reconstitué, je passe les aspects folkloriques, une sorte d'organisation secrète qui a refait surface, qui était préexistante, enfin qui a refait surface en 1922. Elle était constituée à l'origine de 12 hommes, dont je fournis la liste. Il n'y en a que 11, il y a un 12e mystérieux, et elle était centrée autour de 3 grands groupes. D'une part, la banque Worms, d'autre part, la banque Le I2, enfin, la Banque d'Indochine, c'est-à-dire des banques qui semblent plus ou moins grandes, dont 2 étaient considérables, la Banque Worms, énorme banque d'affaires, et la Banque d'Indochine, énorme banque qui dominait l'ensemble du marché indochinois. Il faut y ajouter, évidemment, une autre nébuleuse, ces hommes qui ont fini par rassembler une petite trentaine de gens vraiment décisifs dans les années 30, et je donne une liste, parce que ça ressemble un peu à un bottin, mais il y a quand même un noyau de 12 ou quelques dizaines d'hommes très importants. Ces hommes que les institutions françaises ne satisfaisaient pas, ont décidé à partir des années 20 de doter la France des institutions qu'ils estimaient opportunes, c'est-à-dire d'institutions susceptibles d'empêcher les salariés de se défendre. Et ce sont ces hommes dont on nous explique depuis si longtemps qu'ils n'existent pas, qui ont joué un rôle déterminant dans les premiers complots contre la République des années 20, un rôle encore plus déterminant dans les complots des années 30, et je dis bien que ce sont des complots pour liquider la République, et qui se sont associés les ligues, même les partis dits modérés d'ailleurs, puisque entre les partis modérés et les ligues fascistes dans les années 30, le distinguo n'est même pas subtil, il est inexistant. Et c'est donc cette synarchie qui, lorsque les ligues et groupements fascistes se sont regroupés en 1936, j'insiste, avant les grèves, en cagoule, ce sont ces hommes qui se sont donné un véritable bras armé, et c'est ce bras armé qui a permis de dégager et de surtout faire triompher la formule qui avait été élaborée dès 1934, la formule, si je puis dire, définitive de ces divers complots contre la République, c'est-à-dire une formule gouvernementale qui était centrée autour de 2 hommes qu'on a retrouvés en 1940, décidé, j'y insiste, en 1934, à l'époque du gouvernement Doumergue, c'est-à-dire la formule Pétain-Laval, qui, comme on le sait, a triomphé dans des circonstances particulières. Et donc mon ouvrage, ce sont les circonstances particulières qui expliquent cette décennie de plans et complots, puisqu'il faut tout de même bien les appeler comme ça. C'est cette décennie qui présente évidemment des aspects intérieurs et des aspects extérieurs majeurs. Puisqu'il était très difficile de liquider en France la République. C'était tellement difficile qu'il était mieux de s'assurer des appuis extérieurs. Et ces appuis extérieurs ont été définitivement trouvés avec la défaite de la France de mai 1940. Et pas de juin d'ailleurs, de mai 1940.